Salut tout le monde, merci d'être avec nous pour un nouveau numéro de PLB Club, émission numéro 10. Comme d'habitude, la Première Ligue et la Bundesliga seront au cœur du débat le week-end prochain. Ce sera déjà la 17e journée en Angleterre et la 15e en Allemagne. Ce sera la dernière journée en Allemagne, puisqu'après ce sera la trêve en Angleterre. On sait que on joue quasiment tous les jours durant les fêtes de fin d'année. Salut Ben. Salut Philippe, salut tout le monde. Première dans cette émission. Ouais, Sois le bienvenu. Merci, je vais essayer de marquer des points. Hein. Je rentre parmi les titulaires. Donc, J'espère. On aura un autre Benoît dans l'émission, hein, mais bon, on verra ça un petit peu plus tard. Ce sera la surprise, la belle surprise de cette émission. Salut Jean-François, ça va ? Oui, ça va bien. J'en veux à mes parents de ne pas m'avoir appelé Benoît, donc. Oui, c'est vrai. Il y a souvent beaucoup de Philippe aussi à cette table. Oui, absolument. Cette fois-ci, ce sont des Benoît. Bon, comme d'habitude, il y aura deux parties dans cette émission. Tout à l'heure, on parlera des affiches du week-end prochain. Et avant cela, comme d'habitude aussi, on va avoir un petit regard sur les prestations des Belges le week-end passé. Et d'abord, les Belges en Angleterre. On va voir ça immédiatement avec l'infographie. Lamens, Onana, Tielemans étaient titulaires. Tielemans a donné un assist, mais on reviendra sur Tielemans un petit peu plus tard. En revanche, les amis Doku, Sels, blessés tous les deux. Oui, et pour Sels, ça faisait quand même 69 matchs d'affilée en tant que titulaire en Première Ligue avec Forest. Ouais. C'est quand même une série assez incroyable. C'est le Golden Glove de Première Ligue. On ne se fait pas trop de soucis pour lui. Une fois qu'il sera rétabli, il sera Benoît, de nouveau number one. Hein. Benoît, je mets petit guillemets quand même. L'équipe a gagné et son remplaçant a très bien joué. Jeune Victor. Avec une clean sheet. Avec une clean sheet. Ce sont quand même deux informations qu'il faut tenir compte. Alors évidemment, il y a le passé de Sels, mais on sait que en football, c'est le présent qui compte. Donc voilà, on verra bien. L'équipe n'allait pas très bien. Il faut voir l'intensité, enfin la gravité de la blessure. C'est pas trop grave, je pense. Et puis Doku aussi blessé à la jambe. Hein. Mais lui absent pour quelques matchs. Il ne reviendra pas avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Mais bon, il a quand même déjà joué 5 fois aussi comme titulaire en Ligue des Champions cette saison. Il a déjà beaucoup donné, je pense, aux Citizens. Ok, bon, je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'infographie. Sur l'infographie, il y a Mike Trésor qui a quand même joué ses premières minutes en Première Ligue avec Burnley. Alors, ça fait pas mal de temps qu'on se dit qu'on va parler des Belges de Burnley. Que deviennent-ils ? Bon, avec Mike, on a déjà une partie de la réponse. Il a rejoué, donc c'est pas mal pour lui. Donc ça veut dire qu'on sait qu'ils s'entraînent en tout cas. Ah ben oui. Qui sont susceptibles de jouer. Je disais la semaine dernière, on est au mois de janvier quasiment, il y aura une période de trêve. Il y a peut-être des bons coups là-bas à Burnley à aller chercher, soit en prêt, même si les clubs n'aiment pas trop les prêts, mais soit en prêt, soit des prêts avec option d'achat. Mais il y a de bons joueurs qui sont là et qui ne jouent pas. On va voir les stats de Mike Trésor parce que bon, c'est assez peu, comme les autres de Burnley dont on va parler dans un instant. Arrivé en 2023, Compagnie était évidemment entraîneur. 4 titularisations seulement, et cette saison-ci, voilà, une première petite partie de match. Mais il quitte la Belgique auréolé d'un titre quand même de meilleur passeur. Soulier d'ébène. Meilleur joueur. Meilleur joueur, tout proche des Diables Rouges quand même. 2 sélections. Et puis patatras. Le voilà aujourd'hui dans une situation compliquée. C'est un garçon d'ailleurs qui a eu des hauts et des bas comme ça tout le temps. Souvenez-vous qu'il a quand même arrêté de jouer au foot pendant un certain temps en quittant Anderlecht. On va remontrer une image qui est son dernier fait d'armes en fait. Hein. C'était en début de saison en coupe parce qu'il a quand même joué deux parties de match en Coupe de la Ligue. Ça c'était au mois d'août face à Derby. C'est lui qui donne l'assist dans le temps additionnel et son équipe se qualifie. Il était monté juste avant et hop voilà. Ça c'est la dernière fois qu'on l'a vraiment vu sur le terrain actif, je vais dire. C'est le roi de la passe. C'était 24 assists à Genk avant qu'il n'aille du côté de Burnley. On connaît son talent et il est clairement sous-exploité. Après, on ne connaît pas non plus le contexte là-bas. Autre Belge qui était également à Burnley et qui a un petit peu disparu de la circulation, c'est Hannes Delcroix, ancien d'Anderlecht. 15 matchs depuis 2023. Il a quand même déjà 26 ans, Jean-François. Ça fait 26 ans que certains, en tout cas, le défendent avec beaucoup de conviction, parce que j'ai croisé beaucoup de gens qui l'apprécient énormément et qui trouvent que c'est un excellent défenseur. Ce qui lui a manqué, en fait, c'est la continuité. Et le problème, c'est qu'à 26 ans, quand vous regardez un petit peu dans le rétroviseur, le nombre de blessures
qu'il a eu. Et à un moment donné, ça empêche aussi sa progression. Et puis, il y a une deuxième chose. Il a toujours voyagé entre ce poste de latéral, poste de défenseur central. On ne sait pas très bien si c'est dans une défense à 3, à 4. Donc oui, c'est un gars qui avait d'énormes qualités au départ. Je trouve peut-être qu'il n'a pas su suivre une ligne assez droite. Il a été prêté à Swansea pendant quelques mois. Il n'a pas convaincu là-bas. Il n'a pas montré suffisamment de caractère non plus. Mais c'est quand même un gars qui va aller jouer une Coupe du Monde et qui va aller affronter le Brésil, le Maroc, l'Écosse avec Haïti, puisqu'il est désormais en sélection haïtienne. Tu as raison, tu as raison de le souligner parce que moi, ça m'avait échappé. Ouais. C'est pour ça qu'on t'a fait venir. C'est pour ça que tu pourras revenir la semaine prochaine. Ah bah oui. Super. Ben oui. Je dois marquer mon accord, attention. Tu dois demander au chef d'abord. Moi, je suis d'accord. Ok. Allez, il y a encore un autre Belge, Enoch Aguiei. Bon, lui, il est plus jeune. Hein. Il a 19 ans. C'est aussi un ancien d'Anderlecht, un ailier. Ben, il ne joue pas beaucoup non plus. Ben bon, il est plus jeune. Il a encore le temps, mais pas trop. Enfin, 20 ans. On est plus très jeune dans le football à 20 ans. Oui. Non, mais il a encore toute sa vie devant lui, Jean-François. Oui, bien sûr. Super talent. C'est Vincent Kompany lui-même qui le voulait dans son effectif. Comme quoi, petit message aux jeunes joueurs, accrochez pas trop votre carrière personnelle à celle d'un entraîneur parce que c'est très volatile en football et le gars s'en va et vous êtes un peu sans doute perdu là. Et je m'interroge aussi, il n'a disputé que 8 matchs au plus haut niveau dans sa carrière, 8 matchs avec Malines, 17 matchs, 17 apparitions en Challenger Pro League et on l'a vu des miettes en Championship. 3 petits matchs. Certains vous diraient avec un certain cynisme, il a joué 8 matchs mais il a déjà gagné beaucoup d'argent. Donc, voilà. Moi, j'ai joué beaucoup de matchs, mais j'ai pas gagné beaucoup d'argent. C'est ça, ben voilà. Et vous préférez quoi? J'aurais préféré être dans la... Moi, j'ai ni l'un ni l'autre, les gars. Ok, allez, pour terminer avec les Belges en Première Ligue, une petite image sympa. Vous savez que Sunderland a battu Newcastle le week-end dernier. C'était le fameux derby. Et voilà, on a un gars qui est à la fois belge et congolais. Hein. C'est Sadiki, qui fait une saison extraordinaire. On écoute un petit peu. Ça fait du bien toujours de voir ça et d'entendre ça. Sous la musique d'Elvis Presley, hein. Mais c'est chouette. Hein. J'adore ce gars. Moi, je le considère évidemment toujours comme belge, même si je sais qu'il a quitté notre sélection. Je l'ai eu en U18 de 18-19. Super gars. Ouais. Dans un vestiaire, c'est une vraie personnalité. Et je trouve que s'imposer à ce point. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui auraient signé ça là-dessus, en fait. Sunderland, oui. Enfin, le fait de sa réussite sur sa réussite. Déjà, quand il va à Sunderland, première petite question. Tiens, il quitte l'Union pour aller à Sunderland. Bon, est-ce que c'était un bon choix? Mais là, il est en train de prouver que non seulement c'était un bon choix, mais c'est extraordinaire son parcours. C'est l'un des patrons avec chacun. Hein. Et paraît-il, il est pisté déjà par d'autres clubs. Alors les rumeurs sont les rumeurs. Manchester United, Chelsea. Sunderland aurait mis 60 millions sur sa tête. Alors qu'il a une clause libératoire à 24 ou 25. Enfin, ça reste à négocier. Moi, je voulais juste ajouter... on parle de Sadiki, il y a Talbi aussi, qui joue plus de 60 minutes dans un Tyne-and-Wear derby. C'est quand même extraordinaire ce que ces deux gars arrivent à faire, deux anciens de nos espoirs. Quoi. Exactement. Exact. Voilà pour les Belges en Angleterre. Un petit mot sur les Belges en Bundesliga aussi. Rapidement, on va voir le tableau, l'infographie. Arthur Théâtre continue sa série invraisemblable de titularisation, Sambi titulaire aussi, tout comme Linen, Mbangula, Bakayoko. Par contre, on est un peu inquiet pour Al-Dakhil et Duranville qui jouent très peu. Al-Dakhil, je l'apprécie comme défenseur. Maintenant, à un moment donné, il faut constater aussi ce qui se passe. Et dans les faits, il était titulaire dans cette lourde défaite face au Bayern de Munich. Ouais. J'attendais de voir ce que l'entraîneur allait faire avec lui. En coupe comme en championnat, il a retrouvé sa place sur le banc. Donc, comme le mois de janvier arrive, s'il a encore un petit espoir d'aller éventuellement... trouver autre chose. Pourquoi pas en Coupe du Monde. Enfin, il a fait partie de nos Diables Rouges, donc à un moment donné, je suppose qu'il en a l'espoir. S'il en a l'espoir, il faut qu'il parte, parce que là, il ne joue pas. Donc, On est d'accord. Et puis pour conclure, Batshuayi, qui avait marqué ce fameux penalty face à Wolfsburg il n'y a pas si longtemps, est blessé à l'heure actuelle. On passe aux affiches du week-end prochain. Et pour parler des affiches en Angleterre, on est ravis
d'accueillir notre deuxième Benoît de l'émission, Benoît Tan. Salut Benoît, merci de nous accorder un petit peu de ton temps parce que je sais que ton temps est très précieux. Comment vas-tu ? Tous. Bonjour Benoît, bonjour Jean-François et bonjour à toi Philippe. Ben, tu auras un gros week-end, le week-end qui arrive, parce que tu vas passer ton samedi et ton dimanche dans le plateau de Play Sport, sur le plateau de Play Sport. L'un des matchs pour lesquels tu seras consultant, c'est un gros match, c'est Tottenham-Liverpool. Alors, moi, je voudrais d'abord avoir ton avis, parce qu'on sait que Liverpool connaît une saison extrêmement compliquée. Il y a eu le clash avec Salah, ses déclarations. Il n'a pas été dans le groupe pour l'Inter, en Ligue des Champions. Il est monté le week-end dernier contre Brighton. Quel regard tu as sur cette histoire-là ? Et la question qu'on se pose aussi, nous, est-ce que Salah, après la CAN, il va revenir ou pas ? Je sais que ça fait beaucoup de questions en une seule question. Oui, mais c'est vrai que cette affaire Salah fait couler beaucoup d'encre parce que c'est un joueur exceptionnel, c'est une légende, c'est quelqu'un qui a des stats énormes, donc il fait partie du top de la crème. Mais néanmoins, on ne joue pas avec un palmarès et on joue en fonction du club qui grandit. Et je pense qu'il n'accepte pas trop cette situation. Moi, j'ai eu l'occasion de l'analyser déjà l'année passée dans un match où il avait été pas bon du tout, c'était au Paris Saint-Germain, où cette équipe avait joué quasi à 10 puisqu'il ne défendait pas. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il ne montre pas des choses exceptionnelles. Donc, ce qui veut dire qu'il est un joueur comme les autres. Et puis, il y a eu aussi une concurrence féroce puisqu'on a acheté énormément de très, très bons joueurs. On voit des joueurs comme Isaac qui ne jouent pas non plus, d'autres, Wirtz, qui ont quelques difficultés. Donc, ça appartient à tout le monde, ces difficultés. Mais je pense que c'est une stratégie du club d'abord de vouloir le garder pour peut-être le vendre soi-même et récupérer un peu d'argent. Et lui, pour se protéger, il a prolongé alors qu'il aurait déjà pu partir avant. Moi, j'ai expliqué la semaine dernière déjà que je trouvais que la prolongation n'était pas nécessairement une bonne idée, oui. En tout cas de la part du club. Je pense que le club a pensé à ce moment-là de façon un petit peu émotionnelle et qu'en tout cas, il n'y avait pas vraiment de ligne de conduite entre le fait de garder Salah et des autres transferts qui ont été effectués. Or, Liverpool a généralement, je dirais, beaucoup de bonnes idées dans ces transferts. On sent bien dans le cap qui a été pris cette saison qu'ils veulent évoluer, aller vers quelque chose de différent, même dans l'animation du jeu. Et on constate tout à coup que Salah ne défend pas. Mais oui, Salah n'a jamais défendu. Non, jamais, donc, jamais. Voilà. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'il va revenir à Liverpool après la CAN ou pas ? Je vous ai livré un sentiment la semaine passée, donc je garde mon sentiment. Je pense que ça va encore faire des histoires. Ouais, s'il gagne la CAN avec l'Égypte, ce que je lui souhaite, parce que pas la Coupe du Monde, parce que la Belgique est sur. Non, et ce sera d'ailleurs un plaisir, plaisir, je pense, pour les Diables Rouges d'affronter un joueur comme Mo Salah. Ça, on verra. Mais il sera peut-être en roue libre une fois qu'il aura remporté la CAN au Maroc, c'est possible. Et à ce moment-là, la décision lui appartiendra. Bon, il n'est pas mal monté, je dirais, face à Brighton, même s'il a loupé l'une ou l'autre chose. Écoutez, Arne Slot à propos de Salah, c'est un extrait de la conférence de presse d'après-match. He was in the squad again, and when I had to make my first substitutions, I brought him in, and he performed as I think every fan, including me, would like him to perform today. For me, there's no issue to resolve. For me, he's now the same as any other player. You talk to your players if you're happy or unhappy with things, but there's nothing for me to talk about after what happened against Leeds after the game. Bon, on met le dossier au frigo et on attend 2026. Elle tombe à point finalement cette CAN. Hein. Est-ce que vraiment, dans son interview, quand il dit c'est un joueur comme les autres, c'est vraiment un joueur comme les autres ? Ah non, c'est pas un joueur comme les autres. Non. Vous savez, il y a des à un moment donné, on parle de légende quand même. Hein. Il y a des petites phrases. Enfin, Benoît connaît mieux que nous les joueurs de haut niveau. Ben, je te pose la question, est-ce que franchement, un joueur de haut niveau qui a de l'ego prend ce genre de petites phrases comme ça, en semblant qu'il n'a rien compris ? Non, je pense que c'est tout à fait clair que Slot joue un rôle et que Salah, en tous les cas, n'est pas un joueur comme les autres. En tous les cas, lui ne le pense pas. Ça, c'est clair que Salah ne se prend pas pour un joueur comme les autres. Mais c'est ce qui lui a permis aussi, son ego et ses qualités ensemble ont fait qu'il est devenu un joueur comme cela. Il a beaucoup travaillé parce qu'il a eu beaucoup d'échecs en début de carrière. Mais là, moi, personnellement, je pense qu'après la CAN, ce sera terminé. Il est en train de travailler pour partir
dès l'après-CAN, à mon avis, en Arabie Saoudite. Ouais, dans un des pays exotiques, forcément. Bah oui, parce qu'après. Loin de la flotte anglaise, hein, il en a peut-être marre aussi. Hein. Oui, la flotte, oui. Oui, je ne sais pas si ça entre en ligne, peut-être. Mais je pense que là où Slot est sans doute soulagé, c'est que Slot avait sans doute besoin d'asseoir d'une certaine forme d'autorité et dans un vestiaire et dans un club. Et je pense que finalement, on ressent bien, alors qu'il reste ou pas, ça, on verra. Moi, je suis un peu du même avis que Benoît, que les Benoît, je suppose que tu es d'accord avec nous, s'il a une opportunité, il s'en ira. Mais ce qui est important à comprendre aussi dans cette dynamique-là, c'est que l'entraîneur s'est renforcé au travers du cas Salah, qu'il avait besoin peut-être d'une certaine forme d'autorité aussi dans le club, de se sentir soutenu dans ses choix. Et là, ça y est, on a passé l'écueil Salah, il s'est senti soutenu, alors qu'il reste ou pas maintenant, c'est lui qui aura le dessus. Oui, c'est vrai. Bon, ben voilà, il a encore battu un record. Hein. C'est pour ça qu'on vous montre cette infographie. Le plus de buts et d'assists pour un seul club en Première Ligue. Voilà. Bon, il était à égalité avec Rooney. Il est désormais le seul. Bon, ben oui, on doit pas. C'est le bon moment pour partir. Peut-être. Oui, Ben, vas-y. J'ajouterais simplement une chose. Dans cette situation, j'ai trouvé la communication de l'entraîneur Slot parfaite. Sa gestion également. Je pense qu'ils s'en sont grandis et que tout se termine bien et que maintenant les choses vont se régler dans le calme et dans la facilité, parce que c'était parti dans un conflit qui aurait pu engendrer des mauvaises choses pour le club et pour Salah. Jean-François. Benoît, tu as l'impression que ça va leur faire du bien au collectif aussi ? Oui, absolument. Effectivement, ça a fait du bien au collectif parce que la concurrence est féroce. Quand on voit le nombre d'attaquants qu'il y a pour ces places, et tous les gens ont un niveau exceptionnel, ont coûté très cher, donc c'est un investissement, il faut un retour sur investissement à tout moment. Non, la gestion de Slot pour moi la communication a été vraiment excellente et d'ailleurs les résultats recommencent à fleurir. Imperturbable, Slot, hein, dans ces moments-là, c'est vrai. Hein. Souvenez-vous ce que le supporter de Liverpool nous disait, Pascal nous disait la semaine dernière. Dans les tribunes, on a entendu des chants pour Jürgen Arne Slot. Arne Slot, exactement. Et quand ils étaient, il n'y en avait pas eu pour Mo Salah à l'Inter. Ouais. Juste c'est une petite. Oui, mais c'est peut-être révélateur, effectivement. Ça peut être révélateur. Ouais. Après, il est monté, il a été ovationné comme tous les autres face à Brighton. Évidemment, attendez. Un supporter de Liverpool, je pense qu'à jamais ce sera un jour exceptionnel. Mais ils ont compris que c'est peut-être la fin d'un cycle. Peut-être. Je pense. À la CAN, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. On verra d'ici quelques semaines. Il y a un autre joueur offensif, évidemment, dont il faut parler du côté de Liverpool, c'est Ekitike. 2 fois 2 buts en Première Ligue. Il fait vraiment un gros match. Regardez ses stats contre Brighton. 9 sur 10 quand même chez nos collègues de Sky Sport. Mais en fait, il est constant depuis le début de la saison, Ekitike. Son premier match, première journée face à Bournemouth, il a des stats équivalentes. Il marque, il donne un assist. Il est titulaire lors des 5 premières journées avec Liverpool. Liverpool gagne ces 5 matchs-là. Oui. Il sort de l'équipe parce qu'il est suspendu. Isaac rentre dedans. Et là, pouf, tout s'effondre du côté Liverpool. Je pense vraiment que c'est le nouveau gars sûr déjà de Liverpool. Il est plus jeune qu'Isaac et il a coûté 50 millions de moins. C'est vrai, Benoît, oui. C'est la satisfaction selon toi du côté de Liverpool, Ekitike, dans cette saison qui est compliquée. Mais non seulement c'est une satisfaction, mais c'est la surprise. On ne s'attendait pas à ce qu'il performe aussi rapidement. Je crois qu'il était venu pour plutôt rentrer à la place de certains. Et là, il est en train d'exploser. J'ai eu l'occasion de voir le match contre Brighton. J'ai dû faire une analyse sur lui. Mais on parle de ses chiffres offensifs, mais ce qu'il y a aussi, c'est son rôle défensif et son rôle collectif. Alors, il a des courses énormes. Il a, en tous les cas, cette sensation. Enfin, moi, il me donne la sensation d'avoir toujours le bon positionnement au bon moment. Il sent le foot à son jeune âge. C'est impressionnant. Je ne sais pas si ça va continuer, ça va durer. Je lui souhaite parce que une blessure peut toujours arriver, mais ce qu'il est en train de réaliser pour le moment, c'est à l'âge qu'il a, c'est pour moi un attaquant hyper complet. Alors bon, c'est un attaquant, un buteur. Alors qui de mieux pour donner un avis sur Ekitike, qui de mieux que Benoît? Il y en a un, mais c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Il s'appelle Alan Shearer.
There's a rawness about him, definitely, but I love his attitude. I love how keen he is, and I love that how he's taken to life at Anfield at Liverpool. That has been a really difficult season, and there's no doubt he's the one that stood out. And I think he plays with the freedom, and he's going to give plenty of defenders tough times because he's strong and he's quick, and clearly he can finish. 260 buts en Première Ligue, hein, Alan Shearer. Ah, pas Ekitike. Pas encore. Mais non, je voudrais juste dire un truc sur Ekitike. D'abord, chapeau pour ce qu'il fait, etc. Mais le Paris Saint-Germain, ils n'étaient pas tout à fait cinglés quand même, hein, quand ils ont été le chercher. Ils avaient vu en lui déjà ce talent et ce potentiel. Et donc, il a fallu évidemment ce passage par la Bundesliga, par un championnat assez ouvert, par un championnat dans lequel les attaquants souvent peuvent se régaler, se faire plaisir. Etc. Mais du talent, il en a. Il a une Coupe du Monde en ligne de mire. Le mec, il est super motivé. Moi, je trouve c'est extraordinaire. Ce qui fait d'autant plus que sur un plan purement psychologique, depuis le début de la saison, tout n'est pas un long fleuve tranquille pour lui, parce qu'à un moment donné, en prestant bien, il a quand même été mis l'une ou l'autre fois sur le banc pour donner la place à Isaac, qui lui ne mérite pas nécessairement d'avoir le temps de jeu qu'on lui offre. Donc, ouais, parce que son début de saison est compliqué. On connaît l'été qu'il a connu avec son transfert. Oui, puis Isaac, il porte pas non plus la sélection suédoise comme un Ibrahimovic pouvait le faire. Il est aussi laissé sur le banc en sélection suédoise. Donc, est-ce qu'il est vraiment ce joueur au caractère dont Liverpool a besoin? On verra. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment Ekitike dont on parle du côté de Liverpool. Et juste une petite dernière chose. Oui. Il peut jouer en neuf. Il peut jouer un petit peu décalé sur le côté gauche aussi. Donc, intéressant. Oui, Philippe, Oui, Ben, vas-y. Que je vous coupe. Est-ce que vous imaginez la chance qu'a l'entraîneur de l'équipe nationale française avec la somme de doués, on peut le dire, parce que doué, mais la somme de joueurs qu'ils ont offensivement, c'est impressionnant, la qualité. Et pour Ekitike, je trouve que l'intelligence, c'est d'être passé aussi par un autre championnat qu'il a renforcé en passant par la Bundesliga. Je pense que c'était l'étape vraiment intéressante pour pouvoir progresser et arriver dans un grand club après à Liverpool. Tu as tout à fait raison, et prions le ciel qu'avec la Belgique, on ne croise pas la France, encore une fois, hein, en Coupe du Monde. Parce que là, il va falloir c'est vrai qu'il peut, Didier Deschamps, on ne va pas épiloguer là-dessus parce que ce n'est pas le but, mais il peut aligner deux attaques ou trois. Hein. oui, comme nous, on peut aligner 3 ou 4 défenses, quoi, je veux dire, tranquille. Oui. C'était ironique, hein. Ironique, bien sûr. C'est Oui. Enfin bon, voilà, formidable joueur, comme beaucoup d'autres du côté de l'équipe française, forcément. On parle de Tottenham maintenant, qui n'est que 11e. 22 points sur 48, battu 0-3 à Nottingham. Et après 16 matchs, regardez, c'est moins bon que la saison passée à pareille époque, avec Postecoglou, qu'on avait... massacré. Non, en fin de saison, on l'a massacré. Au début, les gens l'appréciaient. Non, au début, c'est vrai que oui, après il a continué à décliner. C'est moins bon. C'est moins bon, mais il ne faut pas oublier que Tottenham va terminer 17e quand même la saison dernière de Première Ligue. Donc, ils sont mieux que ce qu'ils n'étaient il y a quelques mois. Je veux dire, en Ligue des Champions, ils sont à un point d'être qualifiés directement pour les huitièmes de finale. Thomas Frank, il fait plutôt du bon boulot en sachant que cette équipe de Tottenham, au fil des années, a perdu ses leaders techniques, ses leaders charismatiques aussi, je dirais. Son. Des capitaines qui ont marqué, je trouve, les esprits Madison, des Spurs. Et puis, laissons le temps à Frank de faire son œuvre, parce que quand il est arrivé à Brentford, sur ses 10 premiers matchs, il perd les 8 premiers. Hein. Ouais. Ne l'oublions pas. Il faut du temps, il a raison, Ben. Oui, il faut du temps. Après, là où il faut du temps le concernant, c'est qu'on dit souvent qu'un entraîneur, quand il arrive, peut construire sur les bases de l'entraîneur précédent. Les bases de l'entraîneur précédent, excusez-moi, mais défensivement, c'était un peu la catastrophe. Ah oui, c'est et donc, du coup, il a fallu remettre ça en plus. Et en plus, dans sa tête à lui, Thomas Frank, c'est d'abord cette structure défensive qui importe. Et donc, c'est un travail qu'il a mis en place avec des blessés, avec des absents, avec un noyau qui est, pour moi, je l'ai déjà dit souvent, mais je pense que c'est un des meilleurs noyaux de Première Ligue. Ils ont une richesse. Si vous regardez, quand tout le monde est là, vous regardez le noyau, vous dites, oh là là, il y a... Et puis, il gagnait beaucoup de matchs à l'extérieur, mais pas beaucoup à domicile. Ouais, étonnant, dans un si beau stade. Enfin bon. Bon. Ben, tu penses quoi de Tottenham J'en pense. Alors, moi, je suis pas totalement d'accord avec Ben, dans le sens où Thomas Frank, pour moi, a un héritage qui n'est peut-être pas top, mais qu'est-ce qu'on a renforcé son
son noyau. Quand je vois Xavi Simons, que je vois Kudus, que je vois Colomwani, qui sont venus s'ajouter offensivement à cela, je crois qu'ils ont bien transféré. Je vais dire qu'il fait une saison correcte, mais sans plus. Et d'ailleurs, il n'arrive pas à trouver son 11 de base. Il le change très, très fréquemment. Et puis qu'il y a cet axe Romero et Palinha qui sont là. Mais pour le reste, je pense que Thomas Frank n'arrive pas à trouver l'équilibre complet parce que, comme dit Jeff, ils ont vraiment un noyau et un potentiel énorme pour jouer le top 5. Je ne dis pas facilement, mais ils doivent le jouer. Et c'est l'exigence, en tous les cas, du président. Bah oui, inévitablement. Ils commettent aussi beaucoup d'erreurs individuelles. Encore, c'est Archie Gray, je pense, qui fait une erreur individuelle. Jeune joueur. Jeune joueur, Voilà, mais je pense en première ligue que c'est l'équipe qui commet le plus d'erreurs individuelles qui coûtent directement des buts. Après Wolverhampton. C'est pour ça que je pense que Thomas Frank va, s'il reste bien sûr en poste, il fera tout pour qu'il y ait un Danois ou deux qui arrive, je pense, durant l'hiver, parce que c'est ce qu'il avait fait à Brentford. Il arrive. Ouais, mais là, il y avait la filière. Non, quand il arrive, il n'y a personne. Il n'y a pas de Danois. Ah. Et au final, il termine, et il y en a peut-être 6 ou 7 dans le noyau de Brentford. Et je pense que c'est ça qui va peut-être l'aider à asseoir davantage son plan tactique et ses idées auprès de ses joueurs. Non, mais il va y avoir un gros noyau. C'est sportif ou c'est financier, ça, parce que il y a toujours un peu des deux, évidemment. Ouais. Ok, bon, on verra ce match qui sera intéressant. Il y a une autre affiche ce week-end en Première Ligue à laquelle Benoît va également participer comme consultant. Dimanche 17h30 sur Play Sport, Aston Villa, Manchester United. Et la question qu'on se pose, et je me tourne immédiatement vers toi à nouveau, Ben, est-ce que les Villains sont des candidats au titre? Villa est 3e à 3 points d'Arsenal et un petit point de moins seulement que City. Mais franchement, j'adore cette équipe. Pourquoi ? Parce que c'est à travers son entraîneur que je juge cette équipe. J'ai eu l'occasion de parler avec 2-3 joueurs, nos Belges à nous qui jouent là-bas, qui me disaient qu'il a une passion énorme et aux entraînements, c'est quelqu'un qui a une perfection totale et qui ne laisse rien passer. Donc il y a eu une mauvaise période en début septembre où là il y a eu 3 défaites d'affilée et puis ils se sont saisis. Le potentiel, ils l'ont. La rigueur, ils l'ont également. Le talent, ils l'ont. Je pense que ça peut être vraiment la surprise. Et puis, c'est un entraîneur qui a tellement d'exigences, qui a déjà gagné beaucoup dans sa vie avec différents clubs. Et je pense que là, il a bien assis sa philosophie. Et les joueurs la comprennent. Et pour l'instant, en tous les cas, moi, je trouve très sincèrement que ça va être l'équipe qui va perturber tout ce championnat, qui peut produire vraiment des surprises super positives et super agréables pour leurs supporters. On voit les stats, c'est quand même assez impressionnant. 30 points sur 33 sur les 11 derniers matchs de Première Ligue et puis 17 matchs ou 15 victoires sur 17 matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont bons en Première Ligue, ils sont tout en haut en Europa League aussi. Maintenant, attention. Je me souviens, il y a 2 ans, ils avaient aussi fait un très très bon départ. Ils avaient un petit peu fléchi. Il faut tenir sur la durée. Faut tenir, mais je pense que par rapport à il y a 2 ans, ils ont un mental d'acier, de fer. Et ce match à Brighton, je trouve, en est le plus bel exemple. Ils sont menés 2-0 à l'Amex. Ils l'emportent 3-4. Je ne suis pas sûr que cette Aston Villa version 2023-2024 en était capable. Non, c'est ça. Il y a un truc, je trouve, je vais vous donner un exemple qui est le défenseur central Lindelof. Il est à Manchester United et il est un peu à côté de ses pompes, on va dire. Voilà, enfin, en tout cas, il ne trouve pas sa place à Manchester. Et personne en défense. Non, personne, d'accord. Non, mais d'accord, mais c'est pour ça. J'en arrive dans le raisonnement à dire que finalement, c'est un entraîneur qui stabilise un club. C'est un entraîneur qui stabilise un noyau et c'est un entraîneur qui fait progresser les joueurs sur le plan individuel parce qu'il arrive à un moment donné par sa passion, et ça je rejoins tout à fait Benoît, c'est la passion qui l'anime, qui fait que les joueurs adhèrent à son discours et deviennent meilleurs eux-mêmes. Et je pense toujours qu'un entraîneur, son rôle premier, c'est de rendre les joueurs meilleurs. C'est vrai, et l'équipe, sous sa direction, regardez, depuis l'arrivée de Unai Emery à Aston Villa, c'est-à-dire depuis, si mes souvenirs sont bons, novembre 2022, au nombre de points pris, Aston Villa est 4e derrière les 3 grands, City, Arsenal et Liverpool. C'est quand même un signe de travail sur la durée, ça. Avec moins de moyens. Avec moins de moyens, oui. Avec un budget terriblement
même à moitié ou au tiers des autres. Il ne faut pas l'oublier. C'est impressionnant quand même, Benoît, le travail d'Unai Emery qui a parfois été critiqué, mais là, quand même, alors il a gagné 4 Europa League avec Séville, avec Villarreal. Il s'est un peu planté du côté du PSG, mais enfin bon, c'est le PSG. Il prouve quand même là que sur la durée, il peut travailler. Hein. C'est pas planté au PSG. Il a voulu asseoir sa philosophie qu'on ne respectait pas. Il a quand même été champion, il a gagné la coupe. Donc il a fait ce qu'il devait. Il n'a pas gagné la Champions League, bien sûr, mais ça, il y en a peu qui l'ont gagné, à part Enrique, bien sûr. Mais non, c'est quelqu'un qui a de l'exigence et qui arrive à juger son noyau et de jouer en fonction des qualités de son noyau. Il ne vient pas avec une philosophie de base, il s'adapte à son noyau et comme disait Jeff et comme disait Benoît, il arrive à perfectionner, à améliorer ses joueurs individuellement parce qu'il les corrige en permanence aux entraînements et c'est ce qui fait la somme de tout cela, les corrections fait de très valables au niveau. Moi, je les vois terminer dans le top 4, franchement, s'ils continuent comme ça, évidemment. Les blessures, on ne sait pas les prévoir. Et puis il y a du spectacle aussi en général quand on voit Aston Villa jouer. Ouais, mais leur victoire se joue souvent à un but. Je pense sur les 8 de leurs 9 dernières victoires, c'était un but d'écart. Donc, parfois, ils passent par le fil du rasoir. Oui, cela dit Arsenal aussi parfois. Oui, c'est vrai. C'est quand même un club à sa mesure, je vais dire, parce que c'est encore un club où il faut... Parce que Benoît en parlait, il n'a pas les mêmes moyens que les autres. Donc, à un moment donné, il faut faire progresser les joueurs sur le plan qualitatif. Ce qui, parfois, quand on va dans des clubs, vous savez, où on a plus de stars, etc., je pense à Paris, je pense à... Voilà, il essaye de faire la même chose, sauf que probablement, les égos ne sont pas les mêmes. Et en tout cas, la dynamique des joueurs qu'il a avec lui, ou les intentions des joueurs qui l'accompagnent lui, ne sont pas les mêmes dans un club comme Villa ou dans un club comme, je sais pas, Arsenal par exemple. Oui, il est passé à Arsenal. C'est aussi là que je voulais dire que ça n'avait pas vraiment mordu. Oui, mais ça ne mord pas parce que les attentes vis-à-vis d'Arsenal, quand un joueur va à Arsenal, etc., sont plus grandes que quand on va à Villa. Bon, dans cette équipe d'Arsenal, évidemment, on en a déjà beaucoup parlé. Il y en a deux, nos Belges. Il y a Onana, il y a Tielemans qui a encore donné un assist ce week-end et qui avait aussi marqué tout simplement à balle dans un match qui n'était pas aussi facile. Et il est monté à la mi-temps, 7 minutes après ou à peu près. Voilà, il marque et il donne l'avantage à son équipe. On en parle beaucoup. Il est, allez, je vais dire dans son rôle, dans ce rôle-là. C'est l'un des meilleurs de Première Ligue. Oui, et je le trouve en plus de plus en plus mobile, de plus en plus fit. Je ne sais pas il aura 29 ans au moment de la Coupe du Monde. Et je trouve qu'il n'a pas besoin de beaucoup marquer, donner beaucoup d'assists pour vraiment faire tourner une rencontre à l'avantage de son équipe. Il est omniprésent sur un terrain quand il est là. Qui plus est quand il est associé à Onana. Il a été blessé pendant 1 mois et demi. Depuis novembre, il revient, mais il est revenu vraiment à son top. Je vous propose de l'écouter, Youri Tielemans. Alors, il parle de son retour en forme, il parle de la saison d'Aston Villa, et puis aussi, on lui pose la question sur le titre. Villa candidat au titre. On écoute la réponse de Youri. Het is nog heel vroeg, er kan nog heel veel gebeuren. Het zou heel mooi zijn, maar wij denken er eerlijk gezegd helemaal nog niet aan. Wij proberen het echt rustig aan te houden. Proberen zo goed mogelijk te spelen. Veel te winnen natuurlijk. Maar ja, de titel is nog heel ver. Aan het begin van het seizoen was heel moeilijk voor ons qua resultaten. Maar ook in het spel was het niet goed genoeg. En daarna is er een klik gekomen en zijn we blijven overwinnen, blijven hard werken en dan komt het zeker. Maar het is aan ons om het zo te houden en misschien zelfs nog meer te kunnen doen. Ik voel mij goed. Sinds de blessure heb ik echt mijn lichaam, voor mijn lichaam heel goed gezorgd. En nu is het gewoon vooruitkijken en hopelijk zoveel mogelijk fit blijven, wedstrijden spelen en goed spelen. L'interview de Peter van den Bem de Sportza. Benoît, Tielemans, il est à l'apogée de sa carrière, comme on le disait, 29 ans, c'est vraiment l'âge où tu peux exprimer toutes tes qualités. Qu'est-ce qu'il a comme défaut? Parce qu'il a de l'intelligence de jeu, placement, une passe extraordinaire, une bonne frappe. Est-ce qu'il a un défaut que tu soulignerais, toi? Moi, je dirais c'est un leader naturel, c'est peut-être un leader qui ne s'impose pas assez, sinon je pense qu'il aurait encore fait une meilleure carrière. C'est quelqu'un d'éduqué, de poli.
qui est rempli de qualité. Il est bon dans tous les domaines, il n'a pas un gros défaut. Je dirais simplement son charisme et sa personnalité qui pourrait les poser plus. En tous les cas, son entraîneur, et notamment Garcia, c'est un des joueurs que je mets en premier dans mon équipe pour l'équipe belge parce que, tu l'as dit, et je confirme, il s'est marqué, il sait défendre, il sait donner des assists, il sait aider ses coéquipiers. Alors, il est très intelligent tactiquement, donc il a beaucoup de qualités pour être un international titulaire. Et si je t'écoute, forcément, je me dis que le brassard de capitaine et la décision qu'a pris Garcia de lui donner, ça va lui faire du bien. Oui, je crois que ça va lui faire énormément. Parce que ça va lui faire prendre conscience qu'il est peut-être plus utile qu'il ne le pense. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu trop collectif, parce qu'avec ses qualités, il aurait pu faire la différence plus souvent. Mais bon, c'est aussi une qualité d'être au service de son équipe. Et quand il est dans une excellente équipe, comme maintenant, on le remarque encore plus que dans une moins bonne équipe, c'est sûr. Il a fait une saison extraordinaire la saison passée aussi. Ouais. Bon, en visite à Aston Villa, il y a Manchester United qui est 6e à 2 points du top 4. Donc voilà, ça va mieux du côté de United, mais c'est quand même pas encore exceptionnel. Hein. Au moins, Old Trafford a enfin eu droit, je pense, lundi contre Bournemouth, au spectacle qu'un club comme Manchester doit donner à son public. J'ai quand même regardé cette saison, Manchester a réussi à marquer 4 buts en un match face à ses adversaires. La saison dernière, ça n'était arrivé qu'une fois. Donc il y a progrès sur le plan offensif, mais le chantier, il est derrière pour United. Oui, 4-4 lundi contre Bournemouth quand même. Ça a été un match incroyable. Bon, il y en a souvent des matchs incroyables en Première Ligue. On dit toujours qu'Old Trafford, voilà, c'est un stade extraordinaire, 75 000 personnes, grand stade, une ambiance de feu, la pression sur les adversaires. Et quand on voit les résultats là à domicile, on voit que c'est pas terrible. 11e bilan à domicile et 17e défense à domicile. Ouais. Non, c'est bizarre ça. Ben, qu'est-ce que tu penses? Ou Jean-François? Non, Benoît, vas-y. Benoît, qu'est-ce que tu penses de la saison de United? Bon, les saisons précédentes ont été quand même extrêmement compliquées. J'ai l'impression qu'on se contente peut-être un petit peu de peu ou de moins. Est-ce que tu es d'accord avec ça? On ne se contente pas de moins, mais on a beaucoup moins, ça c'est clair. Moi je vois l'époque de Ferguson et de Ronaldo, ça c'est l'époque Manchester United. On ne va pas gagner à Manchester. Ici, quand on va mettre 4 buts, qu'on s'appelle Bournemouth, il y a un souci. Il y a un souci aussi au niveau des entraîneurs qui se sont succédés. Quand je vois Amorim, il a une moyenne d'1,41. Il faut monter, je pense, en 1972 avec O'Farrell pour... même celui qui a été viré, Ten Hag, il était à 1,81 points par match. Donc il y a un problème. Il y a un problème défensif, ça c'est clair. Ça c'est plus que clair. D'abord, on achète des attaquants, on ne les fait pas jouer, comme souvent ces derniers temps. Et au niveau défensif, mais attendez, quand on est à 3 et qu'on prend des buts comme cela, il faut à un moment donné solidifier cette défense, jouer avec un 4 arrière. Alors on joue avec 2 jeunes, 2 très jeunes, plein de talent. Et je vais dire, à Shaw qui est sur un peu le retour. Je sais qu'il y a Maguire qui n'est pas là, je sais qu'il y a De Ligt qui n'est pas là, je sais qu'il y a le retour de Martinez, mais ceux-là vont faire du bien parce que défensivement, là, je dis non, on ne peut pas gagner un titre, on ne peut pas être dans le top 5 avec une défense comme elle est pour l'instant. C'est impossible. Alors, Amorim est quand même quelqu'un qui a eu 10% de défaites au Sporting. Il en a 40% de défaites à Manchester. Sorry, mais c'est inconcevable. Alors, il a pas de qualité, peut-être, mais c'est inconcevable. Oui, c'est pas le premier qui a des problèmes à United. Alors moi j'ai bien entendu ton avis sur le match à Bournemouth et notamment par rapport à l'aspect défensif, mais je propose maintenant d'écouter une légende du club évidemment, c'est Gary Neville, son avis sur le 4-4 face à Bournemouth. I think getting the entertainment bit right, the performance bit right, the style right is absolutely critical at this football club. And I enjoyed what I've seen tonight from those red shirts. Defensively, I think it's to be expected when you think that, Martinez came on, but, De Ligt, Maguire, Martinez not playing, and you've got obviously a couple of young defenders. It doesn't look like a defence that's going to keep clean sheets. But it can't have bland, letting games drift where teams are passing it along the back. That was a proper game of football and I enjoyed it. Lui, il a apprécié. Alors, parce que c'est particulier, parce que Neville, il peut être dur
acerbe. Et en plus, c'est un défenseur. Donc Et il c'est un s'exprime pas. défenseur, mais il s'est amusé, il a retrouvé voilà, le plaisir de regarder un match et ça fait partie du style, entre guillemets. Il ne dit pas d'encaisser beaucoup de buts, mais d'avoir du jeu à Old Trafford. Je pensais que la saison de Man United serait plus. C'est Manchester United. Il faut faire attention. Non, on ne peut pas dire Man U. Voilà, on peut Ça pas dire qui n'aime Man pas, U, on expliquera ok, une très autre fois bien. pourquoi. On expliquera une autre fois pourquoi. Simplement, je pense qu'au début de saison, on en a parlé. Le fait qu'il soit là, 6e, etc., on peut quand même considérer ça comme une évolution positive, même si je rejoins totalement Benoît sur le fond, sur ce que cette équipe doit représenter, etc. Et je prends souvent l'exemple, quand je parle avec des plus jeunes joueurs, je prends souvent l'exemple d'Old Trafford et de Manchester United, parce que oui, en effet, il faut prester quand on est à Old Trafford, mais en même temps, si tu ne sais pas, va jouer ailleurs. Parce que c'est un grand club et c'est l'image, c'est vraiment ça, c'est l'image d'une institution, d'un grand club, d'un stade absolument merveilleux. Donc voilà, moi je reste quand même relativement positif par rapport à ce qui se passait au début. Ouais. Ils ont un petit peu redressé la barre, mais évidemment que quand on joue à Old Trafford, il faut encore plus. Évidemment, oui. Cette équipe. Finalement, cette équipe encaisse beaucoup, mais personne ne tombe sur Senne Lammens pour le moment. Je trouve qu'ils Non, sont c'est bien, vrai. parce qu'il est plutôt sobre par rapport à ses prédécesseurs, Onana, Bayindir, qui eux étaient habitués des frasques. Il apporte de la sobriété. Je ne sais pas s'il a encore ce côté rassurant pour sa défense. En tout cas, lui, mais il est calme. Il est très calme. il fait pas de mal, il fait pas de tort. Voilà. Il y a un des buts où il peut peut-être sur le coup franc, là, face par Ça Bournemouth. passe presque inaperçu. Ça passe Mais franchement, en Angleterre, comme en Belgique, les médias ont été conciliants avec lui. Je vous rappelle, le premier match qu'il joue, je fais le match, je le commente. Il passe à côté d'un ballon où il sort de son but et Mais il réalise une clean sheet. Mais oui, d'accord. Mais donc du coup, voilà, les éléments pour l'instant se mettent bien pour lui, etc. Donc chouette, tant mieux. Moi, je le soutiens évidemment. J'ai envie qu'il continue à jouer. Et c'est bien pour lui, pour nous, pour tout le monde. Mais on a souvent vu que la partie du positif des choses et on a souvent oublié ce qu'il a fait de moins bien. Ok, on arrive à la fin de ces affiches anglaises. Benoît, est-ce que tu as encore quelques minutes à nous accorder? Est-ce qu'on peut encore bavarder avec toi de l'affiche allemande? Parce que je pense qu'elle t'intéresse. Oui, avec plaisir, évidemment. Ok. Évidemment, les gars. Ok, ça va, cool. On va juste voir alors d'abord le programme de Play Sport pour la Première Ligue, pour rappeler toutes les affiches. Newcastle-Chelsea, ça c'est quand même un match intéressant avec deux équipes qui ont été battues le week-end dernier. City-West Ham, en principe ça ne posera pas de problème pour les Citizens, on verra. Tottenham-Liverpool, on en a parlé. Everton-Arsenal, attention, Arsenal c'est plus compliqué qu'en début de saison. Leeds Palace, ça c'est pour le programme de samedi. Et puis dimanche, Villa United bien sûr, et on terminera lundi avec le match entre Fulham et Nottingham Forest. Non, tu as simplement dit Newcastle-Chelsea, deux équipes battues. Non. Newcastle battu. Oui, mais pas Chelsea. Et Tu as dit deux équipes battues. Oui. Peut-être battu d'avance, c'est peut-être ça qu'il voulait dire. Non, mais parfois je mélange les scores. Non, mais je comprends, c'est l'âge à un moment donné. Oui. Voilà, mais si tu me reprends, je te fais confiance. Mais je viens de vérifier. J'ai fait le match contre Everton en plus. Ah ben voilà, mais c'était le match avant qu'il a. Ok, j'ai des soucis de mémoire aussi, mais quand même. Ok, voilà. Donc en Allemagne, l'affiche que l'on va suivre, c'est le duel entre Leipzig et Leverkusen. C'est quand même le deuxième contre le quatrième. Ces deux équipes font partie du groupe. Je ne vais pas dire le gruppetto comme on dit en cyclisme, mais le groupe qu'il y a juste derrière le Bayern. Le Bayern qui, par parenthèse, a été accroché par Mayence le week-end dernier. Est-ce que vous l'aviez vu venir, celle-là? Oui, parce qu'il fallait que ça arrive à un moment donné. Oui, mais contre Mayence. On ne peut pas tout gagner, non. Mais après, ils reviennent au score. Ils sont menés à 2. Le Bayern ne perd pas ce match. Non, mais ils marquent sur penalty à 3 minutes de la fin. Ça fait 2 fois qu'ils sont un petit peu chatouillés à domicile. Ils avaient été menés 0-2, et puis ils ont fait 6-2. Ils sont menés, ils reviennent au score. Donc... Et pour l'Union Berlin aussi, ça avait été plus compliqué. Voilà. Mais enfin, bon. C'est eux qui maintiennent le suspense, c'est ça, Jean-François? Non, il n'y a pas de suspense en Bundesliga. Il y a pas. Il y a 6 équipes pour 3 places dans le top 4. Il y a Leipzig, il y a Dortmund, il y a Leverkusen, il y a Hoffenheim, Stuttgart et Francfort. Est-ce que on peut dire que c'est un match charnière pour le Bayern? Parce que le Bayern, il risque peut-être de décrocher en cas de défaite. Benoît, le Bayern peut être éjecté du top 4. Il ne faut pas perdre ce match-là. Non, il ne faut pas le perdre, c'est clair.
il y a quand même eu une prise de conscience depuis l'arrivée de Ojmund, qui a quand même amené son expérience de l'équipe nationale et aussi de la connaissance, puisqu'il avait entraîné Mainz auparavant. Il a un joueur qui, pour moi, est exceptionnel, qui est Grimaldo, qui est vraiment un leader dans cette équipe. Bon, il y a des joueurs qui sont capables de faire la différence, mais en face, on a une équipe. Le groupe Red Bull a perdu son grand patron, qui est Matizic, qui est décédé. Ralf Rangnick est parti entraîner l'équipe nationale d'Autriche. Et puis, ils ont surtout aussi perdu des personnes comme Freud, qui est maintenant au Bayern. Donc, il y a eu une reconstruction du groupe Red Bull. Néanmoins, ils ont fait confiance à De Werner, qui vient du Werder de Brême, qui a aussi cette capacité de jouer vers l'avant. Alors malheureusement, pour les petits Belges, c'est un peu moins bien, mais Diomande est une perle qu'ils ont été encore découvrir. Je pense que cette équipe a le potentiel pour vraiment terminer juste derrière le Bayern de Munich, très sincèrement. Ouais, c'est un club que tu connais bien pour y avoir, je pense, travaillé pendant pas mal d'années. Bon, voilà, ça c'est un peu le profil de Leipzig. On va voir le parcours de Leipzig. Les Rottenbullen, moi j'adore ce nom. Ça sonne bien, ça sonne foot en fait. Hein. Ça sonne moins Red Bull surtout. Les taureaux rouges, extraordinaire. Bon, regardez, entre la première journée où ils ont été battus par le Bayern et la journée précédente ici où ils sont battus à l'Union Berlin, ils ont fait un beau parcours. Hein. Oui, mais ils n'ont pas de Coupe d'Europe à jouer par rapport aux concurrents. Et je pense que ça les aide pas mal dans la reconstruction qu'ils ont opérée sous la houlette de Werner. Et comme Benoît Tans l'a dit, c'est une très bonne pioche. C'est un bon entraîneur qui a fait beaucoup de belles choses du côté du Werder pendant près de 4 ans. Hein. Et il a parlé aussi de Diomande, dont on a parlé dans l'émission précédente. Et qui fait de l'ombre. Mais qui fait de l'ombre à Bakayoko. Voilà, mais qui, vous en avez parlé un petit peu la semaine passée. Ça Léganais qu'ils ont été chercher. Pardon ? Il a joué ce week-end, il dit. Ouais. Oui, premier joueur à sortir. Ouais. On a quelques petits soucis de liaison avec Benoît, mais on va continuer à essayer de régler ça. Oui. Ce qui reste vrai à Leipzig, en tout cas, c'est que malgré, alors oui, ils ont traversé un peu des mouvances parce que voilà, ils ont perdu des gens, etc. Mais ils ont toujours cette capacité d'aller chercher des joueurs qui correspondent à un style de jeu et Openda, quand il était là. Ouais, juste. Si on regarde ce qu'ils ont eu chez eux, enfin, je sais pas, le bilan financier finalement du club, je pense qu'ils sont bien. Et ils ont Samba Konaté, qui est déjà monté une première fois à 16 ans, qui est sur le banc et qui, à mon avis, va pouvoir très vite prétendre à une place de titulaire. C'est une perle. C'est une perle. On verra. C'est vrai qu'ils font du bon boulot dans ce club-là du côté du Bayern. Bon, c'est plus irrégulier. On en a déjà un tout petit peu parlé avec Benoît. Or, il y a du talent quand même dans cette équipe parce qu'elle a été quand même capable, on va le voir, d'aller gagner 0-2 à Manchester City, s'il vous plaît, et puis capable d'être battue, par exemple, à Augsbourg. C'est un peu le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Ouais, mais je trouve que c'est une équipe qui fait quand même une bonne saison après avoir vu son entraîneur quand même sauter après 2 journées, Ten Hag. Ouais. En Ligue des Champions, les résultats sont pas mauvais. Ils seront sans doute qualifiés pour les barrages, à tout le moins. Et les 3 défaites qu'ils ont subies cette saison, Leverkusen en championnat, c'était à chaque fois en déplacement. Donc ce sont des défaites qu'on peut peut-être plus facilement excuser et accepter. Ouais. Aussi. Benoît, tu te souviens du début de saison du Bayer Leverkusen, ils avaient pris Ten Hag, ils l'ont viré après 2 matchs, même si c'est il y a quelques mois maintenant. T'as pas été surpris de ce choix de Ten Hag pour le virer juste après? J'ai été surpris parce qu'il n'avait pas laissé de bonnes choses du côté de ses clubs précédents. C'est bizarre de l'avoir pris. Il faisait l'unanimité, mais alors il a fait l'unanimité contre lui en très très peu de temps. Au niveau disciplinaire, il paraît que c'était incroyable. Et puis au niveau des résultats, au niveau tactique et au niveau de ses changements, il a surpris tout son monde. Et là, en Allemagne, on ne badine pas. Je pense que Leverkusen, après ce qu'elle a connu, cette équipe a été connue avec Alonso, on devient exigeant, même si on a des équipes comme Dortmund et comme Bayern qui sont toujours là au-dessus. Il s'était arrivé
à détrôner ces deux équipes-là. Ils veulent continuer dans cette voie-là. Et je pense que le choix qu'ils ont fait est un choix vraiment très intelligent. Ten Hag, non, ça ne m'a pas surpris par rapport à ce qu'il faisait. Non, ça ne m'a pas surpris qu'il soit mis dehors. Non. Et j'ai trouvé ça une bonne chose et une décision qu'il fallait faire. Non, c'est vrai, pourquoi l'avoir pris? Mais ça, vous savez, il y a des gens qui savent bien se vendre et apparemment, il s'est bien vendu, mais après, il a montré qu'il n'était pas capable. Mais là, ça va devenir dur pour lui parce que ça fait 2 échecs cuisants en très peu de temps. Ouais. J'ai encore le temps de poser une question. Bien Benoît? sûr. Oui. Je voudrais juste poser une question parce que je sais qu'il a travaillé dans le recrutement À Leipzig. à Leipzig et je voudrais juste lui poser la question quand on parle de ce club et quand on parle de recrutement, quels sont les 3 points qui étaient mis alors si tu en as 4 c'est bien aussi mais quels sont les points qui étaient mis sur la table au moment où il fallait recruter un joueur? Alors, la première chose qu'on nous demandait, c'est d'aller voir les entraînements et pas les matchs. La deuxième chose, c'est de voir l'encadrement familial et d'arriver à pouvoir juger si le joueur était à l'écoute ou s'il se prenait déjà pour quelqu'un. Ça, c'était 3 points hyper importants et je peux vous assurer que j'étais surpris également, mais c'est comme ça que dans le groupe Red Bull, on a transféré des Sadio Mané, des Naby Keita, Szoboszlai notamment, et vous connaissez peut-être un des derniers que j'ai été visionné en Norvège, c'est un certain Haaland. Donc, j'ai toujours ce souvenir de ce joueur qu'on est allé voir et qui était vraiment pas bon, mais qui était très puissant. Et fatalement, il marquait dans son championnat de jeunes en Norvège beaucoup de buts. Et on a simplement dit, ce garçon, si on lui dit avant de frapper, tu dois faire le poirier ou faire un cumulé, il le faisait. Et c'est un garçon qui était à l'écoute. Et je pense qu'il est arrivé, ça a duré 6 mois. Après 6 mois, on a dû le mettre. Il a mis un hat-trick, c'était d'ailleurs contre Genk. Ouais. Il est parti, s'est envolé, et sa carrière a explosé. Voilà, en tous les cas, les 3 choses du côté de Red Bull que l'on demandait. Voilà, c'était, je vous l'ai dit, aller voir les entraînements, l'éducation, l'entourage familial et l'écoute. L'écoute, c'était vraiment très important. C'est intéressant. Il y avait d'autres choses, évidemment, mais voilà. C'est intéressant parce qu'on se dit, moi, quand on va voir un joueur pareil, c'est pas ça qu'on va regarder, ce que Ben dit. On va le voir, etc. Et puis, on se dit, c'est un monstre. Mais il y a autre chose qui est plus important. Parce que beaucoup de personnes peuvent répondre à la question en racontant n'importe quoi. Lui, il l'a vécu. Donc, à un moment donné, c'est ça. Je lui pose la question pour ça. Il sait qu'elle était... Et donc, comme on a fait cette longue liste de gars, c'est incroyable ce qu'ils ont été cherchés comme... Donc, forcément, ils ont un secret. Et voilà. Et j'ai l'impression que ce sont plus des profilers que des recruteurs. Ouais. Oui, Ben. Si je peux me permettre une dernière chose, il y a eu de nombreux Belges qui sont venus. D'ailleurs, si vous écoutent ou s'ils nous écoutent, ils se reconnaîtront. Je me souviens de quelques joueurs, notamment des jeunes du Standard, qui sont venus avec moi sur le terrain de Leipzig, où Ralf Rangnick les accueillait au milieu du terrain. Il demandait qu'on éclaire le terrain et il disait « Écoutez, vous voyez ici, il fait vide, et dans 3 ans, ce sera complet. Nous jouerons le titre en Bundesliga et on sera en Champions League. » À cette époque-là, on était en Division 2. Et tous les joueurs, quand ils rentraient en Belgique, me disaient « Mais il est fou ce gars-là. Il est complètement fou, il est gentil, c'est bien, c'est magnifique, c'est commercial. » Et je dis non, il y croit. Et ce monsieur a réussi son pari. Et c'est bien dommage. Et je pense que j'ai rencontré des joueurs après qui m'ont dit si on avait su, on aurait signé sans problème dans ce club. Oui, Voilà, mais c'est l'histoire. C'est chouette pour... C'est chouette pour l'anecdote. Moi, on va terminer bientôt l'émission, mais j'ai encore une question parce que tu as dit, on est allé voir Haaland, il n'est pas bon du tout. On a du mal à imaginer ça. Ça veut dire quoi? Il n'est pas bon du tout. Qu'est-ce que tu as constaté chez lui à l'époque? Alors, il ne pouvait pas jouer à plus de 2 touches de balle. En fait, c'est un garçon qui mettait les ballons au fond du filet, qui courait, qui était en profondeur, qui avait des équipiers autour de lui qui lui déposait des ballons dans le rectangle et là, par sa puissance, il les mettait au fond. Mais je vais dire, comme on dit l'expression, il était fâché avec le ballon. Donc, il n'était jamais copain du ballon. Donc, s'il devait le garder plus de 2 touches, il la perdait. Et quand on voit ça, on se dit, c'est pas possible. Sauf que ce garçon, je vous le répète, il a tellement écouté que maintenant, il sait dribbler, il sait passer, il sait combiner, marquer, il a toujours su faire, être puissant, il a toujours été. Mais c'est exceptionnel comme il a travaillé, comme il a écouté ses entraîneurs physiques, tactiques, psychologiques aussi, il faut savoir. Donc c'est un encadrement permanent
Et ce garçon se maintient à un niveau exceptionnel. Bien, chapeau à lui, tout simplement. Et chapeau aussi à cette équipe Red Bull qui a sorti beaucoup de grands joueurs et qui ne savaient pas les garder. Donc, ils étaient obligés de les vendre. Mais obligés de les vendre, ça voulait dire rentrer d'argent pour réinvestir dans d'autres talents. Je crois que c'était le circuit habituel. Génial. Chouette anecdote comme quoi beaucoup auraient dit ce gars-là a les pieds carrés, en gros. On a dit la même chose de Jan Koller à l'époque. Ah oui. Et qui a beaucoup écouté ce qu'on lui a dit. Il avait un peu les pieds carrés, il était fâché aussi avec le ballon. Et puis on a vu quelqu'un qui prenait de plus en plus place. Et qui a fait une carrière extraordinaire. Et qui a fait une carrière de Dortmund, Monaco, et qui a remporté des titres. Quoi. Ouais, la comparaison n'est pas mauvaise. Ouais, me vient à l'esprit quand j'entends Benoît parler d'Haaland. Pour les plus jeunes, le duo Koller-Radzinski au début des années 2000 au Sporting d'Andorre. Bon, les amis, on pourrait encore en discuter pendant des heures avec Benoît. La conclusion me convient parfaitement. Te convient. Voilà, je termine là-dessus, moi. Ok, parfait. Allez, et nous, on va terminer avec le programme de Play Sport sur le foot allemand. Donc, la Bundesliga, Dortmund, Gladbach, c'est pas mal ça pour commencer vendredi. Hambourg, Francfort. Francfort qui perd quand même pas mal de plumes pour... Samedi contre Théâtre. Samedi contre Théâtre et Batshuayi est blessé. Leipzig face à Leverkusen, on en a parlé. Le Bayern ira à Heidenheim. Bon, en principe, ça devrait aller, mais bon... Vu ce qu'il y a eu la semaine passée, on met un tout petit point d'interrogation. Crystal Palace, Kuopio et Lausanne face à la Fiorentina. C'est le programme de demain sur VOO Sport Conference League. En Conference League. C'est pas l'Europa League, mais c'est la Conference League. Benoît, un tout grand merci. C'était ultra intéressant. Ça nous a tous fait plaisir non seulement de te voir et de t'entendre. Merci de nous avoir accordé un peu de temps. Quand tu en as encore un petit peu, tu n'hésites pas, tu m'appelles et tu dis j'ai envie de rebavarder avec vous dans PLB Club. OK ? C'est super sympa, mais avant cela, on ira manger ensemble. Avec grand plaisir. Salut Ben, tout grand merci. Ciao. Salut Benoît. Bye. Salut. C'était vraiment très agréable et ben voilà, on arrive à la fin. Merci Benoît pour cette première. Il y en aura l'une ou l'autre certainement bientôt. Merci Jean-François et merci à vous bien sûr d'avoir été avec nous pour cette émission. Rendez-vous donc la semaine prochaine, mercredi prochain pour le 11e PLB Club de la saison. Ce sera aussi le dernier de l'année 2025. À très bientôt. Bye bye.